Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous recevons le docteur Abdoul Kane, auteur de La vie sur un fil, paru aux éditions L'Harmattan Sénégal en 2013. Mais avant le face-à-face avec l'auteur, je vous invite à découvrir une nouveauté de la maison d'édition. Alors nous allons découvrir l'ouvrage de Mademoiselle ou Madame Diarisso, Sous le visage d'un ange. Par un beau dimanche ensoleillé, la vie de Karim change de fond en comble lorsqu'une jeune fille frappe à la porte de la maison des Thiandoum. Qui aurait cru que cette rencontre si anodine en apparence marquerait au fer rouge l'esprit de nos personnages principaux. Aline, une femme-enfant à la soif de vivre débordante qui a prématurément passé l'âge des illusions dangereuses. Karim, cet Apollon à l'âme tourmentée et au cœur insensible qui verra ses certitudes bouleversées par cette apparence ingénuité et cette rare beauté qui dissimule un esprit manipulateur et un passé lourd et pesant. Diarisso nous dépeint une réalité sénégalaise estampillée par les traditions et les coutumes qui livrent une bataille sans merci contre la modernité et la primauté de l'instinct. Des dimensions familiales qui pèsent, une histoire d'amour qui dément les stéréotypes des contes de fées modernes, centrée sur une profonde introspection des personnages qui révèlent toute la beauté de l'humanité ainsi que la fragilité de son équilibre. Un ouvrage de Madame Diarisso, née le 17 septembre 2000. Bonjour, docteur Abdoul Kane. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors, docteur, je me permets quand même de vous faire remarquer. Je ne sais pas si vous avez vu la couverture de votre livre et la façon dont je suis vêtu. Je pense que vous ne l'avez pas remarqué, mais il y a une certaine concordance au niveau des couleurs. Alors si ça c'est pas de l'admiration, qu'est-ce? Ne répondez pas. Docteur Abdoul Kane, ce livre est sorti en 2013. Alors la biographie de 2013. Vous étiez un spécialiste des maladies du cœur, je pense que vous l'êtes toujours, et des vaisseaux. Vous étiez un ancien interne des hôpitaux, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Vous dirigiez le service de cardiologie de l'hôpital général de Grand Yoff de Dakar et vous avez été le président de la commission médicale d'établissement. Vous êtes un enseignant-chercheur, professeur titulaire de cardiologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là, nous avons un peu remonté l'horloge. Mais depuis 2013, cela fait 7 ans, quelle nouvelle information est venue se rajouter à ce lourd CV de cardiologue? Je vous remercie infiniment et je vous remercie également pour la concordance. Pas grand-chose, je suis toujours enseignant à la faculté de médecine de Dakar, mais aussi des autres universités publiques sénégalaises. J'ai simplement changé d'hôpital, je suis maintenant le chef de service du nouvel hôpital d'Al Diam. Pour le reste, j'assume les mêmes fonctions académiques en particulier. D'accord. À présent, parlons de La vie sur un fil. Recueil de nouvelles, très court, mais très intense, 110 pages, 10 nouvelles dans lesquelles vous nous plongez dans l'univers hospitalier. Alors, ce qui me frappe, c'est que pour moi, cet ouvrage, c'est un ouvrage dans un ouvrage. Pourquoi? Parce que nous avons déjà cette introduction, note de l'auteur, dans laquelle vous révélez un peu toutes les thématiques qui vont être abordées plus tard dans les nouvelles. Ma question, c'est pourquoi vous avez fait ce choix? Était-ce pour montrer aux futurs lecteurs, mais également aux acteurs concernés, pourquoi pas même le gouvernement, que l'écrivain que vous êtes, mais également le citoyen que vous êtes, assumez pleinement les propos que vous dites? Oui, clairement. L'introduction pour moi était une sorte de manifeste pour dire voilà ce que je pense de l'hôpital public, pour dire que je suis fondamentalement convaincu de la mission de service public, que pour moi, quand on parle de mission de service public, il faut des sanctuaires, et pour moi, il n'y a pas meilleur sanctuaire que l'hôpital public, dans lequel j'évolue depuis de nombreuses années, dans lequel j'espère et je souhaite prendre ma retraite parce que je suis convaincu que c'est là que j'ai ma place. Et en même temps, je suis outré, c'est bien le mot, par la tournure que prennent aujourd'hui les hôpitaux publics africains de façon générale, qui ne sont malheureusement pas les lieux où on soulage la souffrance toujours, qui sont même parfois des lieux où s'exprime le mercantilisme dans sa plus triste expression. Et donc j'ai voulu l'affirmer clairement avant de laisser le libre cours aux nouvelles et à la fiction. À la fiction. En sachant que oui, la fiction, et je l'assume aussi, j'avais voulu qu'elle ressemblât beaucoup
à la réalité. À la réalité. Donc vous avez voulu déjà dans cette introduction montrer clairement la différence entre la fiction qu'il va y avoir, mais également les choses réelles qui sont concernées. Alors ce qui est frappant dans ce que vous dites, je parle bien évidemment sous votre contrôle, c'est que l'hôpital public a quelque peu perdu son éthique première, celle de faire preuve de charité et d'être présent pour le peuple en offrant un service de santé accessible à tous. Alors docteur, comment s'est opérée cette transition entre cette image étatique de l'hôpital et celle que vous dépeignez aujourd'hui? Oui, la transition s'est probablement installée depuis plusieurs années. Je rappelle que dans le terme hôpital, on a hospitalité, on a hospitalia, et qui renvoie un peu à cette maison où on accueille des gens, initialement d'ailleurs des gens les plus pauvres et les plus démunis. Je rappelle également que l'hôpital a été, à ses débuts, la plus forte expression de la solidarité sociale et notamment aux pauvres. On accueille les pauvres, on les soigne, on les entoure de charité, le cas échéant. Et malheureusement, les choses ont beaucoup évolué au point d'arriver à ce qu'on a appelé aujourd'hui l'hôpital entreprise. Et l'hôpital entreprise nous dit simplement que oui, il faut faire du profit, même si on utilise un terme, on va dire, un peu plus doux, mais qui renvoie à la même chose. Il faut équilibrer les comptes. On est aujourd'hui dans un discours un peu plus commercial, un peu plus mercantile, et on oublie l'essentiel, le projet de soin. Prendre soin de quelqu'un, c'est cela la mission première de l'hôpital, et on l'a oublié. Et aujourd'hui, on parle un peu plus d'argent, on parle un peu plus d'équilibre des comptes, on parle plus de management. Et malheureusement, ceci se fait au détriment du projet de soins qui doit être la finalité. Et donc, oui, le management qui est important, certes, doit être au service du projet de soins. Et aujourd'hui, on assiste à l'inverse. Et j'ai l'habitude de dire que la santé, l'hôpital, peut être le reflet de la civilisation d'un peuple. Donc en fait, c'est une mutation carrément qui s'est faite de façon naturelle. C'est la mondialisation, c'est le capitalisme, c'est tout ce qui va... C'est le capitalisme qui s'est incrusté dans l'hôpital public. Et pour moi, ceci va évidemment faire naître des drames. Des drames, c'est déjà le cas. Alors la première nouvelle s'intitule Hacker Fund. Il commence par 2 premiers mots, mais à mon avis qui ont toute leur importance. C'est 3 millions. Alors, je ne suis sûr qu'il y avait une explication à cela, mais avant cela, synopsis. Un jeune mourant est en attente de grève du cœur. Mais avant qu'il reçoive cette grève, il faut le soigner. Il faut le maintenir en vie. J'aimerais lire un petit extrait avant de poser ma première question. Alors, 3 millions. Où voulez-vous que je trouve une somme pareille, docteur? C'est le papa qui parle. Monsieur, les valves du cœur de votre fils ne fonctionnent plus correctement et il faut absolument les changer. Sinon, nous continuerons à avoir ce problème d'étanchéité qui noie ses poumons et gonfle tout son corps d'eau et le pire c'est à craindre. Le papa le coupe, je sais. Mais je suis déjà ruiné avec toutes ces ordonnances, ces hospitalisations. Nous en sommes à la 4e depuis le début de l'année. Et c'est là que ça m'intéresse. Le médecin lui dit justement, l'opération est la seule solution viable et c'est cela le coût. Alors moi, c'est ce mot, c'est cela le coût qui tombe comme un couperet. Dire face à un papa qui est endeuillé, enfin pas endeuillé, mais qui est devant quand même un véritable drame. Alors est-ce là le comportement d'un professeur face à des patients comme ces parents-là? Hélas, ce ne devrait pas être le comportement d'un professeur ou d'un médecin. Ce ne devrait pas être l'attitude qu'on attend dans une structure de soins, mais c'est la triste réalité. Puisque je suis cardiologue, je parle là d'un fait qui n'est malheureusement pas une exception. C'est quasi la règle, puisque je parle de la principale maladie du cœur de l'enfant, qui touche des milliers d'enfants sénégalais et africains. Et ces enfants sénégalais, qui sont encore une fois des milliers, doivent être le plus souvent opérés du cœur. S'ils ne sont pas opérés, ils seront dans des complications récurrentes, ils seront hospitalisés fréquemment et ce seront des échecs scolaires, impossibilité pour ces enfants d'avoir un métier. Et si on ne les opère pas, l'espérance de vie de ces enfants-là ne dépassera pas 20 à 30 ans. C'est cela la triste réalité. Mais est-ce normal que le médecin parle quand même d'argent? Moi, c'est ça qui m'a interpellé. On aurait aimé justement que le problème ne se pose pas en ces termes-là. Oui. C'est même triste qu'on puisse peser sur la balance de la vie d'un enfant la question de l'argent. Malheureusement, c'est ça la réalité au quotidien. Le médecin est peut-être lui-même
victime de tout cela. Il en est arrivé à dire, c'est ça la solution. On peut certes l'opérer, mais voilà ce que coûte l'opération. Et face à lui, c'est une famille ruinée par les nombreuses hospitalisations qui donc ne pourra jamais payer cet argent. Oui, on est donc dans un jeu de rôle qui est malheureusement celui-là et où on se retrouve avec l'argent au cœur de la problématique et la vie qui est en balance avec l'argent. Et évidemment, vous avez utilisé le terme endeuillé, il ne l'était pas encore, mais malheureusement, 8 à 9 fois sur 10, ces enfants perdent leur vie avant l'âge de 30 ans. Et c'est une réalité aujourd'hui des hôpitaux publics africains et sénégalais en particulier. D'accord. La deuxième nouvelle s'intitule La fresque du chaos. Nous avons ce jeune accidenté de la route qui débarque dans un hôpital public avec son ami et son jeune frère et il assiste à une scène de chaos. On a plusieurs patients qui sont assis en attendant d'être pris en charge. Un monsieur qui est sur un brancard en train d'agonir et ce vieux monsieur qui est, pardonnez mon expression, presque dans une phase de folie. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce sous-effectif auquel assiste ce patient en rentrant dans l'hôpital, est-ce que c'est dû à une mauvaise coordination? C'est-à-dire que entre les médecins et les infirmiers qui doivent arriver et ceux qui doivent partir, ce n'est pas bien coordonné? Est-ce que c'est dû à de la bêtise humaine, c'est-à-dire des employés qui doivent aller au travail et qui ne le font pas, ou qui préfèrent s'occuper de X ou Y au lieu d'aller sur le champ de bataille, excusez-moi, ou est-ce que c'est dû à un manque de financement plus haut du gouvernement et donc à un sous-effectif direct? C'est dû à tout cela, puisque quand vous avez dit la fresque du chaos, vous avez bien vu d'ailleurs qu'en même temps qu'il y a du sang, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a un malade psychiatrique qui traverse la scène comme ça, sans que l'on sache ce qu'il fait là, qu'il y ait des gens qui ont une bronchite chronique, des enfants qui sont dans le désespoir dans les bras de leur grand-mère, il y a aussi malheureusement une partie du personnel qui agite des perles érotiques et qui dévise tranquillement, les uns regardant la télé, les autres parlant commerce ou des choses de la vie. C'est une réalité aussi de nos administrations de manière générale et qui est encore plus choquante dans nos hôpitaux. Dans les hôpitaux. Et donc cela pose toutes ces problématiques-là. On verra aussi que oui, il y a une machine qui est en panne au moment où on doit faire ce qu'il y a lieu de faire. Que le brancard, brinque-ballant, justement, ne pourra jamais permettre à ce corps supplicié d'être accueilli et d'être mis dans un confort minimal. Donc nous avons un peu tout en fait. Nous avons un peu de tout et on a face à tout cela de jeunes médecins et un personnel inexpérimenté, peut-être parce que c'est grâce à des coups de pouce politiciens qui se sont retrouvés là, à gérer ce grand chaos-là. Et évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on ait du discernement, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on soit optimal dans la prise en charge, où on a un peu de la vraie urgence, mais aussi des gens qui ne le sont pas forcément. Et cela nécessite une vraie coordination. Cela nécessite des moyens, cela nécessite la présence des seniors. Et ici, en l'occurrence, le senior, on n'a jamais pu le joindre puisqu'il va à ses occupations. Peut-être qu'il est dans une clinique privée à s'occuper de ses propres affaires. Et donc, c'est poser toute la problématique des urgences en amont et à l'intérieur de l'hôpital. Et donc, ça nous ramène à, malheureusement, ce drame que, oui, on s'occupe de choses, et pendant ce temps-là, on n'a pas vu passer l'essentiel. C'est ce monsieur-là qui va perdre sa vie. Qui avait son sang qui était vraiment blessé. Alors la troisième nouvelle est l'une de mes préférées. Elle s'intitule Sainte Mère. Synopsis, c'est cette mère qui assiste au décès de son fils alors qu'elle est en train de prier. Celui-ci fait une crise cardiaque, alors les médecins s'agitent, il y a des appareils qui sont en panne. Mais ce qui m'intéresse, c'est que lorsque le décès survint, alors la mère a une attitude un peu étrange. Elle se lève, elle leur fait une prière, elle les remercie même. Alors je me suis dit, est-ce que ce comportement était effectivement de la foi, comme cela est décrit, ou est-ce que c'est un cri du cœur, une indignation qui pourrait être générale de la part de toute la population face à ce genre de manque de professionnalisme qui est en train de devenir récurrent? Il y a de tout cela et je voudrais avouer aujourd'hui que Sainte Mère, la scène telle qu'elle s'est passée, est une scène réelle à laquelle moi, jeune interne des hôpitaux, à Tambacounda, dans le cadre de mon stage rural, a vécu. Une dame perd son enfant. Dans des conditions assez particulières et difficiles, puisque là aussi on se retrouve dans une prise en charge qui n'était pas optimale. Complète. Et je me souviendrai toujours des premiers mots de cette maman qui vient de perdre son enfant. C'était de me remercier. D'avoir fait ce qu'elle pensait que j'aurais dû faire. Mais moi, j'avais estimé ce jour-là que cette mère, qui s'est d'abord
préoccupé de moi, qui a d'abord prié pour moi avant de se pencher sur son enfant, a certainement une foi extraordinaire. Extraordinaire. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, et au point de vouloir lui rendre hommage plus de 30 ans après, même si je ne l'ai plus jamais revu. C'est dire que oui, il y a certainement des gens qui ont la foi, mais en même temps, moi-même, je me suis dit, mais est-ce que je ne dois pas témoigner que l'environnement dans lequel j'ai travaillé n'était pas non plus l'environnement optimal? Et là, c'est très intéressant que vous dites cela, parce que vous voyez, c'est l'une de mes préférées, et c'était une scène qui vient de quelque chose qui s'est passé. Donc on voit toute l'émotion que vous véhiculez à travers cette nouvelle. Et maintenant je comprends. La prochaine nouvelle s'intitule Solidarité éprouvée. Synopsis. Alors un papa fait un AVC, il est conduit à l'hôpital. Il faut, bien évidemment, il est dans le coma. Il faut le maintenir en vie. Toute la famille met la main dans la poche. C'est le fils, c'est les voisins, c'est X, c'est Y. Mais à un moment, tout le monde en a un peu ras-le-bol. Il n'y a plus d'argent. Et donc, il laisse ce vieux quasiment à son propre sort. Alors, ce qui m'étonne, c'est que l'hôpital cesse de lui administrer des soins une fois que la famille ne paye plus. Et encore plus grave, lorsque le drame survint, lorsque ce monsieur décède, l'hôpital, je ne sais pas si on peut séquestrer un cadavre, mais décide de garder le cadavre le temps que la famille paye. Alors, dans l'éthique, dans la déontologie médicale, est-ce que cela est normal? Alors, non seulement ce n'est pas éthique, non seulement c'est un débat déontologique, mais plus grave encore, ça nous rappelle le niveau de civilisation d'un peuple. Lorsque on en arrive à séquestrer un malade, lorsqu'on en arrive à séquestrer un cadavre, je ne peux pas croire que cette société-là croit en quelque valeur que ce soit. Ça peut être un discours, mais l'exemplarité me paraît fondamentale. Si l'hôpital n'est pas un endroit de charité et de solidarité, pour moi, il n'y a pas un autre démembrement de la solidarité qui de façon sincère l'exprime. Et ça aussi, c'est une réalité sénégalaise et africaine. On parle beaucoup de notre solidarité, mais j'ai vu des gens me regarder droit dans les yeux, me dire, mon papa qui a fait son AVC ou qui a une maladie quasi incurable, depuis un mois, vous en faites ce que vous voulez, mais je ne peux plus. Mais c'est extrêmement grave. Et je peux vous dire que des études ont été menées montrant qu'il y a une décomposition du tissu social quand se pose la question de l'usure du temps, quand se pose la question de l'argent. Et les gens disent, mais finalement, nous ne venons plus assister ce parent. Et l'hôpital dit, oui, puisqu'il n'y a plus personne qui paye, on ne peut plus s'en occuper. Donc c'est aussi une réalité sénégalaise qui nous rappelle que, contrairement à ce que l'on dit, nous devons nous projeter. Il y a une dimension éthique du vieillissement. Il y a une dimension éthique de là où va notre société. Et contrairement à ce qu'on prétend, il y a une décomposition du tissu social qui va nous interpeller demain. Nous n'aimons pas parler des maisons de retraite des Européens, mais nous allons peut-être aller dans des situations pires que celle-là. Et je pense qu'il nous faut affronter ces débats. Et ce qui est même intéressant dans cette nouvelle-là, c'est que vous abordez également la problématique de la corruption, mais nous n'allons pas rentrer en détail. Une autre nouvelle qui je trouve très intéressante, c'est celle intitulée « Le savant et la marâtre ». Nous avons cette dame qui opère, enfin qui travaille dans le milieu hospitalier depuis une trentaine d'années, qui est totalement insensible, qui va jusqu'à humilier ses patients. Et nous avons ce savant, ce médecin professeur, qui arrive très rarement dans l'univers hospitalier. Mais alors la chaîne qui me choque, c'est qu'il est face à ce vieux monsieur qui a un problème de la prostate, je pense qu'il a un cancer de la prostate, et il demande à une de ses élèves de lui faire un toucher rectal devant tous les autres élèves. Alors moi je me suis dit, il est pris comme un rat de laboratoire. J'aurais pu appeler ce chapitre manque d'humanité même. Alors est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut toucher un patient sans son consentement lorsqu'il est malade? Non, on ne doit pas. Mais là aussi, ça rappelle que la médecine est à la fois une science et une humanité. Nous enseignons la science ou la technique, nous oublions d'inculquer aux futurs médecins ce qu'est l'humanité, ce qu'est l'art de la médecine. Ce qui fait qu'ils sont plus fascinés par justement le laboratoire humain, les organes, les viscères, la technique, et ils oublient qu'ils parlent à un être humain. Et ici, en l'occurrence, oui, ne serait-ce que par courtoisie, je ne dois pas, moi, aborder une personne, quelle qu'elle soit, et a fortiori, une personne qui peut avoir l'âge de mon papa ou de mon grand-père, sans y aller avec courtoisie, sans lui expliquer ce que je dois faire, sans le faire dans l'intimité et en préservant sa dignité. Oui, ça dit tout sur ce que nous devenons en étant médecin et en oubliant l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'humanité. L'essentiel, c'est de rappeler que le projet humain, c'est d'abord
ça qui fait l'essence de la médecine et la technique n'est qu'un complément. D'accord. Vous l'aurez dit, hein, c'est que ce qui est vraiment dommage, c'est que l'hôpital public, de façon générale, est carrément devenu une entreprise où le patient est quasiment devenu un client. Alors, docteur, je vous félicite très sincèrement pour cet ouvrage, pour le courage que vous avez eu en tant que médecin de vouloir témoigner. Donc en dehors de la forme, il y a également le fond. Et je pense que bon nombre de médecins devraient suivre cet exemple. Alors nous touchons à la fin de cette émission, mais le rituel veut que je vous pose 3 questions. Je vous en poserai qu'une et je vais vous demander de répondre assez brièvement. Alors, si vous devriez passer un message à l'endroit des acteurs du livre, c'est-à-dire éditeurs, bibliothécaires, ministère de la Culture et même médias, quel serait-il en quelques mots? J'aurais aimé que La vie sur un fil puisse être présentée dans les écoles, et notamment des écoles de formation en santé, et que l'on puisse leur dire voilà les messages que nous avons pu délivrer. Et le message sera très simple. Rappelons-nous que ce qui fait la beauté de la médecine, c'est le projet humain. Et c'est vraiment ça qui est le message essentiel. Qu'on en parle aux soignants, qu'on en parle aux administrateurs de nos hôpitaux, qu'on en parle à la société en général, parce que évidemment La vie sur un fil parle de l'hôpital, mais au-delà de l'hôpital, c'est ce qu'est devenu notre société que j'ai voulu exprimer. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Dans l'œil d'eux.